Il s'appelle Dieudonné Mouchagaloucha, c'est notre deuxième invité, Dieudonné Mouchagaloucha. Bienvenue. Merci beaucoup, Crispin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Toujours présent aux invitations. Absolument, pour l'intérêt du pays, mais aussi au regard de votre souci de pouvoir contribuer à la stabilité, de pouvoir continuer à l'émergence du pays, mais de pouvoir aussi apporter quelque chose de plus au niveau de l'opinion. Je ne peux que vous remercier pour ça et répondre à votre invitation. Oui, Dieudonné Mouchagaloucha, le prêtre de l'Église ont entamé des consultations parallèles au chef de l'État. Cette fois-ci, ils sont partis voir le président de la République. Ils ont vu Joseph Kabila et ils étaient aussi chez Fayoulou. Et aujourd'hui, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a échangé avec le prêtre de l'église de l'ECC, l'église d'Ikis au Congo, mais aussi l'église catholique. Que peut-on attendre de ces échanges? Parce que l'opinion se pose des questions. Oui, effectivement, je pense que nous l'avions toujours dit et nous continuerons à le dire. Les consultations, c'est une bonne chose. Les dialogues, c'est bien. Les concertations également, des négociations, tous ces éléments-là, tous ces aspects font partie des mécanismes d'amélioration, des mécanismes de compréhension, des mécanismes d'attente. Mais il faut chercher à savoir qu'est-ce qui se cache derrière des négociations pareilles dans cette période au moment où le président de la République, il est seulement à 2 ans de l'accession à la magistrature suprême du pays et reste 3 ans à ce qu'on arrive en 2023. Donc, il y a lieu de pouvoir croire qu'effectivement, il y a une crise réelle. Et si les prêtres déjà, l'Église catholique et tout le monde s'impliquent déjà dans ces négociations, donc nous pensons qu'ils ont bien vu qu'il y a un danger. La nation risque d'être ouverte à l'incertitude. Il y a une voie de l'inconnu qui risque d'arriver. Raison pour laquelle il faut saluer cette démarche. Et par rapport aux négociations proprement dites, il faut signaler quand même 3 éléments importants. Le premier, c'est que quand il a reçu Joseph Olengankoy a dit clairement, je l'aime par rapport à sa franchise. Il a dit au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'aller voir l'ancien président, d'aller voir le président honoraire, d'aller voir l'autorité morale du FCC, d'aller voir la personne avec qui l'accord a été signé pour qu'il puisse réfléchir, pour qu'il puisse se parler, pour qu'il puisse évaluer, pour qu'il puisse voir qu'est-ce qui ne va pas et finalement dégager les points de convergence dans l'intérêt supérieur de la nation. Et s'il y a des choses qui ne marchent pas parce que dans les 2 camps, il y a des extrémistes, surtout nous n'avons jamais apprécié ce qui pousse le président de la République dans une confrontation permanente, dans une confrontation politique avec ses partenaires. Nous l'avions toujours dit, ça ne va pas résoudre les problèmes, ça ne va pas améliorer la stabilité du pays. Le chef de l'État, il est le garant du bon fonctionnement. C'est lui qui doit donner l'exemple de pouvoir donner un signal fort pour la paix, un signal fort pour la stabilité, un signal fort de cohésion, un signal fort de pouvoir rassembler tout le monde, un signal fort de pouvoir faire l'unité et non pas croire qu'il est le président d'un parti politique, ou il est le président d'une obédience politique quelconque, ou il est le président d'une catégorie de personnes, mais il est le président de tout le monde. On ne peut pas vouloir opposer le président de la République avec les acteurs de la société civile, avec les acteurs du FCC, avec les acteurs des CACH, avec les acteurs de la MOUCA. Il est le président de tout le monde. Cette politique, nous l'avons toujours condamnée et nous continuerons à le dire. Le président de la République, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle père de la nation. Et je pense qu'il y a certains qui n'ont jamais intériorisé ces concepts-là. C'est-à-dire qu'il est le président de tout le monde. On ne peut pas l'opposer à une catégorie ou à un groupe de gens. Donc, quelqu'un qui doit être là à l'écoute de tout le monde. Et je reviens donc sur cet aspect-là qu'Olengankoy avait dit, de pouvoir aller voir l'ancien président de la République, Joseph Kabila, pour qu'ils échangent. Deuxième personne, ou la deuxième personnalité que j'ai beaucoup appréciée dans les négociations, il s'agit de Yuma, le président de la FEC. Il avait dit « l'argent n'aime pas les bruits ». Et je pense qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'avec ce qu'on est en train de faire comme confrontation, comme violence, comme crise, c'est en train de ternir l'image de notre pays à l'extérieur. Et les investisseurs ne viendront pas dans le pays.
puisqu'ils vont dire non, la RDC, il n'y a pas de stabilité. S'il n'y a pas de stabilité, aucun investisseur ne viendra dans le pays. Que ce soit des investisseurs privés, que ce soit des investisseurs institutionnels, que ce soit d'autres mécanismes, notamment les FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et toutes les autres institutions régionales et mondiales ne viendront pas investir dans notre pays tout simplement parce qu'il y a des bruits, parce qu'il n'y a pas de stabilité. Et les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train non seulement de rendre un mauvais service à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'on ne lui permet pas de réaliser son mandat dans la paix. On ne lui permet pas de réaliser son mandat dans la stabilité. L'image qu'on est en train de vouloir donner en disant qu'il y a la RDC des anges d'un côté et qu'il y a la RDC des diables de l'autre côté et que les autres doivent nager, les autres doivent partir. Quiconque ne parle pas un langage qui va dans l'oreille d'un parti politique ou d'un camp politique, que ce soit les FCC ou les CACH, il est à diaboliser. C'est pas normal ça, Crispin. D'où le prêtre de l'Église ont compris ces dangers. Ils veulent concilier les uns et les autres. Effectivement, il faut concilier les uns et les autres, et spécialement les CACH et les FCC doivent se rencontrer. Ils doivent trouver des points de convergence pour l'intérêt supérieur de la nation. Je peux vous donner des exemples qui vont vous surprendre, Crispin. Vous pouvez vous imaginer que depuis qu'on a commencé les négociations, depuis qu'on est dans cette crise, le gouvernement ne se réunit pas en termes du Conseil des ministres. Vous savez quelles sont les conséquences qui sont en train de suivre? Vous savez que les commissions interministérielles ne se réunissent plus? Vous savez que depuis qu'on a fait partir les vice-premiers ministres et ministres de la Justice à ces ministères, les gens n'obtiennent plus de certificats de nationalité. Et ce n'est qu'en République démocratique du Congo qui fait souffrir ses propres citoyens à cause d'une crise politique. Et donc les conséquences sont... À cause des humeurs. Voilà, à cause des humeurs. Et c'est là où je pense que la nation ne peut pas se gérer par des humeurs des individus. Il faut que les gens puissent mettre un peu d'eau dans leur vin. Parce que si on reste sur cet élan-là de la confrontation permanente, on reste sur cet élan des crises permanentes, si on reste sur cet élan-là de l'intolérance, si on continue à manifester la culture des injures, si on continue sur ce chemin-là de la diabolisation des uns et des autres, si on continue sur cette voie-là de l'exclusion, si on continue sur cette voie-là des antivaleurs, c'est les pays, ce sont des citoyens congolais qui sont en train de souffrir. Et le deuxième élément ou la deuxième conséquence, vous savez que les provinces n'obtiennent pas de rétrocession pour le moment. Si on fait seulement un calcul simple, on a fait venir les gouverneurs ici à Kinshasa pour des négociations. On est en train de faire venir les présidents des assemblées provinciales pour des négociations. La prise en charge de ces hautes personnalités, c'est la caisse de l'État qui est en train d'en pâtir. Et donc, tout l'argent qu'ils vont dépenser, 26 gouverneurs qui arrivent ici au même moment, leur séjour, les protocoles, leurs services, leurs logements, les billets qu'ils ont payés, tous les présidents des assemblées provinciales, vous imaginez un calcul simple, ça peut arriver dans les 500 000 $, ça peut arriver dans 1 million de dollars qu'ils vont consommer. Et ça, c'est en train d'être puisé dans les caisses de l'État, c'est en train d'être puisé dans des... Ce sont des dépenses non prévues. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui où est-ce qu'on est en train de tirer l'argent qu'on est en train de dépenser pour ces négociations qui n'étaient pas prévues dans les budgets actuels? Donc, il y a une gabegie financière qui est en train d'être faite et cette gabegie a des répercussions négatives sur le vécu quotidien. Donc, pour mettre fin à tout cela, pour vous, la solution, c'est de voir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, échanger avec l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila. Effectivement, je pense, et je l'ai dit en toute franchise... Sous l'égide des prêtres de l'Église, par exemple? Oui, donc nous pensons que le président de la République lui-même étant déjà les garants du bon fonctionnement des institutions, donc étant déjà celui qui devrait faire l'arbitrage, mais le fait qu'on l'ait impliqué, ceux qui ont pris cette option, évidemment, lui-même a réfléchi, il a trouvé que c'est sage, mais il y a une opinion qui pense qu'actuellement, le président de la République faisant déjà partie des conflits, lui-même ne peut plus être médiateur dans ces conflits-là. Et donc, il va falloir agir à deux niveaux. Le premier niveau, le premier palier, c'est d'abord aller rencontrer, il a toujours dit, Crispin, son frère et partenaire. Il a toujours dit, Joseph Kabila, il est le frère et partenaire de Félix.
pourquoi ne pas aller les voir pour dire « Excellence, Monsieur le Président honoraire, vous avez dirigé le pays pendant autant d'années, regarde là où nous nous retrouvons aujourd'hui, il y a une difficulté. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour juguler ça ?» Ils puissent le voir. Si ça ne marche pas à ce niveau maintenant, on passe à un deuxième palier qui va demander maintenant la médiation entre les deux personnalités. Mais jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas que le président Félix a déjà vu son partenaire, son frère, Joseph Kabila, pour qu'il puisse discuter et dégager, qu'on nous dise finalement qu'est-ce qui ne marche pas. Quelles sont les bonnes décisions que le président Félix a déjà prises ou a déjà annoncées et qui ont été bloquées de l'autre côté. J'ai toujours posé cette question à l'ensemble des caches, à l'ensemble du FCC, à l'ensemble de tous ceux qui sont dans cette démarche de diabolisation de l'intolérance. Qu'est-ce que le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, a déjà annoncé comme bonne mesure et que le FCC lui a déjà bloqué? Alors, cette question me hante l'esprit. Si nous continuons dans cette guerre jusqu'au 15 décembre, est-ce que le président de la République va se prononcer devant des députés, sénateurs réunis en congrès? Parce que la Constitution lui recommande cela, que le chef de l'État s'adresse à la nation devant les députés et sénateurs réunis en congrès une fois l'an. Exactement, c'est une bonne question et je pense que vous êtes inspiré à me poser cette question. Regarde le contexte politique actuel où c'est que nous avons comme crise. Il y a des gens, une opinion qui pense effectivement que les négociations du président de la République veulent aboutir à la reconfiguration de la majorité parlementaire. Et si on n'arrive pas à la reconfiguration de la majorité parlementaire, il y a ceux qui pensent, deuxième chose, qu'il faut démettre les bureaux de l'Assemblée nationale. Troisième élément, il y a une opinion qui, proche du président de la République ou d'un camp politique, qui pense qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Les trois éléments-là, quand vous les réunissez, comme vous venez de le dire, comment est-ce que le président de la République pourra-t-il encore s'adresser au Congrès ou à l'Assemblée nationale alors qu'il y a déjà ces conflits, il y a déjà autant de suspicions sur ces trois éléments-là? Et ajouter à cela, Crispin Tibassou, actuellement, nous savons qu'il y a un dossier ou une affaire qui est au niveau du Conseil d'État opposant à l'honorable Fabrice Mpouela pour demander la démission du bureau de l'Assemblée nationale. Pour non-respect du règlement intérieur. Pour non-respect du règlement intérieur. Là c'est une matière sur laquelle on peut discuter pendant un certain nombre de minutes, mais prenez en compte 4 éléments importants. Depuis que le bureau avait annoncé qu'il avait déposé son rapport, je crois, depuis le 15 avril, regarde, il s'est passé combien de mois pour qu'on puisse susciter cette question aujourd'hui. Et donc, il est normal, quelqu'un qui fait de bonnes analyses et quelqu'un qui suit la situation politique et la crise actuelle, de faire une corrélation entre effectivement ceux qui pensent qu'il faut dissoudre l'Assemblée, ceux qui pensent qu'il faut destituer les bureaux et ceux qui pensent qu'il faut faire la reconfiguration de la majorité parlementaire. Et donc, sachant qu'il est difficile d'obtenir cette reconfiguration de la majorité parlementaire, sachant qu'il n'y a aucun mécanisme, il n'y a aucun texte, il n'y a aucun instrument crispin qui prouve qu'il faut démettre les bureaux de l'Assemblée nationale par une voie exogène, par une voie extérieure de l'Assemblée nationale. On veut maintenant utiliser la justice pour obtenir cette mesure-là. Et donc, ça va être encore une fois de plus un défi. Et mettre en mal la majorité FCC. Effectivement. Et donc, on comprend qu'il y a une force obscure qui peut être derrière la démarche d'un point là. Donc, il n'y a aucun doute, Crispin, de pouvoir faire la corrélation sur tous ces éléments-là et trouver exactement qu'il pourrait y avoir une main noire qui est en train de manipuler cela. Et nous, comme acteurs de la société civile, le panel des experts de la société civile, nous avons saisi le premier président du Conseil d'État et tous les membres qui vont siéger là, pour qu'ils puissent redorer l'image de l'appareil judiciaire de notre pays, pour que finalement, on ne puisse pas créditer, on ne puisse pas confirmer, on ne puisse pas soutenir, on ne puisse pas dire effectivement qu'il y a une main noire qui veut manipuler le Conseil d'État pour arriver à ces complots-là. À des fins politiques. À des fins politiques. Et donc, nous pensons que effectivement, ce n'est pas à travers le Conseil d'État que les malheurs, que les mal, que la déstabilisation de nos institutions va venir.
Et donc, nous avons demandé effectivement au premier président du Conseil d'État et tous ceux qui sont en train de siéger sur cette cause-là de prendre leurs responsabilités historiques vis-à-vis de ces événements. Puisque la justice congolaise, pour le moment, il y a ceux qui pensent qu'elle serait au service des hommes ou d'un pouvoir politique quelconque. Et vous savez déjà, même avec l'affaire Kamere, ce qui avait été prononcé, personne n'a jamais Très bien. Merci beaucoup. Et donc, nous voulons effectivement que le Conseil d'État puisse nous donner les... Comment il faut dire? Puisse nous rassurer. Que le Conseil d'État puisse dire la loi et puis que ça soit traité avec impartialité. Effectivement, pour redorer l'image, mais aussi donner l'espoir et aussi susciter cette espérance dans tous les Congolais pour qu'on puisse faire confiance à ça. Et surtout qu'il y a un homme, j'aime toujours le citer, qui a été vice-président de la République. Il a dit « La justice élève la nation ». Il s'agit de Roubaix-Roy. Et donc nous pensons que le Conseil d'État fera les bons droits et éviter de servir d'une main noire d'une force politique. Dieudonné Moucha Galoucha, merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. C'est moi qui vous remercie, Christophe. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini. Retrouvez la grande édition du journal à 19h sous la présentation d'Amina Bayombo. Au revoir.